Donc on va laisser la parole à Stéphanie Calfa, qui est chercheure au CNRS, donc à Marseille, et qui va aborder donc la thématique de prise en charge, finalement, toujours dans le trouble de stress post-traumatique. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? D'abord, un grand merci à Francis Eustache pour son invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce séminaire. Et merci aussi aux organisateurs. Donc je vais vous parler effectivement de la prise en charge par le MDR et surtout de comment ça fonctionne. Parce qu'en tant que chercheur, on n'est pas habitué à avoir des effets statistiques très forts quand on fait des études. Enfin, pas souvent. Et avec le MDR, ce qui m'a frappé au début, c'est que les effets sont très, très importants, avec des taux de rémission extrêmement importants. Et donc ça m'a interpellée et j'ai voulu essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que le MDR? C'est une thérapie qui a été découverte en 1987 par le docteur Francine Shapiro, de manière un peu aléatoire, je dirais, où elle faisait des mouvements oculaires tout en pensant à des difficultés qu'elle avait. Puis elle s'est rendue compte qu'elle allait mieux. Alors, comme elle était docteur en psychologie, elle s'est posé des questions et puis elle a développé cette méthode. C'est ce que l'histoire raconte. Comme elle était aussi dans le domaine de la recherche, rapidement, il y a eu des études cliniques et donc rapidement, cette méthode a été recommandée par l'APA, par l'INSERM, par les hautes autorités de santé, par l'OMS, dans le cadre du trouble de stress post-traumatique. Donc, qu'est-ce que c'est que le MDR? C'est un protocole qui est très standardisé. Il y a 8 étapes très précises. Mais je dirais que le centre, c'est d'associer le fait de revivre la mémoire traumatique avec des mouvements oculaires. Au départ, c'était ça. Donc, en même temps qu'on revit ce qui s'est passé, on fait des mouvements oculaires. Et il y a toute une chaîne d'évaluation qui est faite au préalable sur les émotions, la perturbation, les croyances associées, les croyances négatives et aussi les sensations corporelles. Donc, on va traiter à tous ces niveaux-là jusqu'à une désensibilisation totale du traumatisme. La conception de l'EMDR, c'était qu'il y avait pour Shapiro, c'est qu'il y a un modèle du traitement adaptatif de l'information. Donc c'est comme si on va pouvoir, avec le MDR, stimuler un système de traitement de l'information qui serait adapté parce que l'information ne s'est pas stockée correctement. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur finalement comment ça fonctionne. Et donc moi j'étais un peu frustrée quand j'ai lu ça. Et donc, comme je vous le disais, les chiffres sont énormes puisque dans un TSPT plutôt simple, on a des taux de rémission qui vont de 77 à 90% en 3 à 8 séances. Et parfois, je peux vous dire que c'est une séance. Donc, voilà. Et il y a une étude qui a montré que l'effet était stable à long terme, donc sur 35 mois. Il n'y a pas eu d'étude plus longue, mais voilà, globalement. Voilà, donc pour représenter un petit peu ce que c'est, donc la personne revit son trauma et en même temps elle fait des mouvements oculaires. Et on s'est rendu compte qu'en fait ça pouvait se faire d'autres manières, dans d'autres modalités sensorielles, puisqu'on peut le faire en auditif. Donc l'idée c'est d'être toujours en alternance droite-gauche, donc un son un coup à droite, un coup à gauche, ou alors des vibrateurs dans les mains, un coup à droite, un coup à gauche, ou des tapotements. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées, parce que je vais reprendre ce terme tout au long. Alors, en ce qui concerne les mécanismes, donc je ne reviens pas sur les anomalies du TSPT, puisqu'elles ont été bien décrites, mais globalement, voilà, une hyperactivation des structures limbiques de l'amygdale et une hypoactivation du cortex préfrontal. Voilà un résumé de tout ce qui est impliqué. Il y a aussi le précuneus que vous pouvez voir ici. Et les premières études sur qu'est-ce qui se passait après le MDR ont montré d'abord en EEG qu'il y avait un déplacement de l'activité électrique. Alors, j'ai pas mon... Excusez-moi, je vais mettre là... pointeur laser. Donc, qui se déplaçait donc, de régions limbiques à des régions qui a un plus haut niveau cognitif. En SPECT, il y avait d'autres expériences qui ont montré une augmentation de l'activité du cortex cingulaire antérieur, qui est impliqué dans le TSPT, du gyrus frontal ventromédian gauche, du cortex préfrontal dorsolatéral et une diminution du cortex temporal associatif. Donc effectivement, ça touche des structures émotionnelles. Il semblerait que le cortex préfrontal
soit plus fonctionnel. Mais ça ne nous dit pas comment ça fonctionne. On a fait des études aussi avec la densité de matière grise. Donc, est-ce qu'il y a des changements carrément? On sait que le stress a un impact sur la densité de matière grise. Et on a pu montrer qu'effectivement, après traitement par EMDR, donc dans le TSPT, il y avait des augmentations de densité de matière grise dans des structures impliquées dans le traitement émotionnel, le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, et aussi dans le gyrus frontal médian, impliqué dans la mémoire épisodique à long terme et dans les mouvements oculaires. Mais il y a d'autres études qui ont montré plutôt une augmentation de densité de matière grise dans le thalamus, dans l'hippocampe ou dans l'amygdale. Donc vous voyez des résultats assez variables. Et c'est un peu ce qu'on retrouve au niveau fonctionnel. On a étudié, nous par exemple, en réponse à des visages exprimant la peur, l'impact de la thérapie EMDR chez des sujets en rémission. Et là, on a vu effectivement aussi pareil, une augmentation de fonctionnement des structures impliquées dans les émotions, amygdale, noyau codé, thalamus, cortex préfrontal, précuneus. Voilà, donc tout un tas de structures qui sont activées. Et on a fait une étude avec les militaires qui revenaient du Mali et d'Afghanistan. Et cette fois-ci, on a voulu se centrer vraiment sur la mémoire traumatique. Donc on a fait une étude en réalité virtuelle où ils revivaient vraiment ce qui s'était passé. Et pour eux, c'était vraiment bien fait et réel. Et on a mesuré ça avec des échelles. Et c'est vrai qu'après traitement, la structure qui est vraiment ressortie, quand on se focalise sur le traumatisme, que vous voyez ici, c'est le précuneus. Donc cette structure qui semble vraiment être importante, qui est en tout cas souvent modifiée. Enfin nous, dans toute l'étude qu'on a faite, elle a été modifiée après traitement. Et en plus, on a pu montrer que l'activité du précuneus, donc plus elle est importante et plus il va y avoir de changements dans l'évolution des symptômes, plus ils vont diminuer. Donc ce serait un prédicteur en plus de comment ça va évoluer la thérapie. Et ce précuneus, on sait qu'il est impliqué dans beaucoup de choses. On en parle de plus en plus. Il fait de l'intégration multisensorielle, ce qui est important quand on est face à un traumatisme, puisqu'il y a beaucoup de sens qui sont impliqués. Il est impliqué dans la conscience de soi. Il est impliqué dans la génération du sommeil, notamment la phase REM. Il est impliqué dans le traitement des informations de manière consciente et dans le rappel de la mémoire épisodique. Toutes des fonctions qui vraiment vont certainement servir effectivement pour traiter le traumatisme, donc on n'est pas tellement étonné, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ce qu'on a vu, c'est que la thérapie EMDR, elle modifie l'anatomie, l'activité et le métabolisme cérébral des patients qui sont atteints de TSPT, que généralement ces modifications, elles touchent des circuits cérébraux qui impliquent la mémoire, les émotions, et souvent au-delà du circuit de la peur. Donc c'est un large réseau de neurones qui est modifié, et en fait on a une grande variabilité dans les études parce qu'en fait personne n'utilise à chaque fois le même paradigme. Il y en a qui vont faire revivre le traumatisme, d'autres qui vont activer comme nous on a fait avec les visages de la peur, etc. Et en fait il semble que selon la tâche on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc on a décidé pour nos études de se focaliser vraiment sur le circuit de la peur, et sur un des modèles qui est le plus étudié pour le stress post-traumatique, c'est celui du conditionnement, dont on a déjà parlé au cours de ces journées. Donc je ne vais pas trop revenir dessus non plus, j'ai profité que ça a été dit. Mais enfin, l'idée, c'est voilà, on associe une image agréable ou une image neutre avec une petite stimulation électrique. Donc on me pose souvent la question, mais oui, on a fait ça à des gens. Mais je vous rassure, la stimulation électrique, il l'a choisie, c'est-à-dire qu'elle est désagréable mais pas douloureuse. Donc on détermine un seuil. Au bout d'un moment, les gens apprennent à avoir peur de cette image, qui a été associée plusieurs fois au petit choc électrique. Et puis, quand on ne présente plus de choc électrique, il y a ce qu'on appelle l'extinction de la peur. Donc là, ils n'en ont plus peur. Ils ont appris à éteindre cette peur. Et c'est un peu ce qui se passe dans le trouble de stress post-traumatique, sauf que ça se fait en une fois. Mais on a un accident, on associe ça à un conditionnement. Chaque fois qu'on pense à la voiture, qu'on doit conduire, on a peur. Et après la rémission, c'est pareil, c'est plus un problème de conduire. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de voir comment ça se passe, basé sur ce modèle. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, ce qui a été montré, c'est que dans le TSPT, effectivement, si on regarde, donc ça c'est les phases de conditionnement et d'extinction de la peur. Donc ça c'est habituation, conditionnement, extinction, et on voit que les TSPT, dans les réponses de désagréables, c'est beaucoup plus fort pour eux les images
quand ils sont en train de conditionner et même quand ils sont en train d'éteindre. Et on voit qu'ils n'arrivent pas à éteindre correctement la peur. Milad et des collaborateurs ont montré les correspondances neuroanatomiques de ce phénomène. Effectivement, dans l'extinction de la peur, il y a moins d'activation du cortex préfrontal ventromédian chez les patients, TSPT par rapport à des contrôles, et il y a plus d'activation de l'amygdale. Donc il semble vraiment c'est soit un très bon modèle d'étude du TSPT. Et je vais passer là-dessus, on n'a pas besoin là. Donc nous, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait avant-après traitement par rapport à ce modèle de conditionnement. Et on a vu déjà en comportemental, donc ça c'est des mesures de réponse électrodermale. On voit ici que les PTSD, toujours, on retrouve ce résultat, qu'ils ont effectivement beaucoup plus de réponses de peur pendant le conditionnement à la peur et pendant l'extinction. Et par contre, on les a vus après traitement, et ça c'est ici en tiret bleu. Et là, on voit clairement qu'ils rejoignent complètement la ligne des contrôles. Donc il n'y a plus du tout de réponse anormale dans le conditionnement-extinction de la peur chez ces patients après traitement. Donc on voit que on traite spécifiquement en EMDR le traumatisme, mais c'est le mécanisme général de la peur qui va être modifié en fait, qui va revenir à la normale. Donc après on a fait ça en IRM. Rapidement on voit en IRM qu'avant traitement, donc ça c'est le début de l'extinction, ça c'est la fin de l'extinction, donc ça c'est du comportemental, on leur demande de faire une réponse chiffrée. Les patients n'arrivent pas bien à éteindre, et vous voyez qu'après thérapie, ils arrivent parfaitement à faire l'extinction, ce qui n'est pas le cas des sujets non traités. Donc nous, on va faire un truc un peu compliqué. Vous savez, l'IRM, ça demande de faire plein de soustractions. On n'enregistre pas directement l'activité, on fait des soustractions d'activité. Je vous dis toutes les soustractions qu'on a faites, mais du coup, ça va être difficile de donner du sens au résultat, parce qu'on a soustrait donc, le début et la fin de l'extinction, avant, après traitement, et chez les TSPT versus les TSPT non traités. Et ce qu'on montre, en fait, c'est que les structures qui sont impliquées dans ces différences sont de nouveau l'amygdale, l'hippocampe, l'insula, donc des structures impliquées dans les émotions, la conscience de soi, des structures préfrontales impliquées dans l'inhibition motrice et dans les émotions, des structures impliquées dans la mémoire et dans les mouvements oculaires, et encore ce précuneus, donc on a vu, impliqué dans le conditionnement à la peur, intégration multisensorielle, mémoire. Et là, on s'est dit, ok, on retrouve, là on a des structures un peu spécifiques du traitement de l'extinction de la peur en soi, mais on ne sait pas finalement comment ça s'est passé pendant le traitement. Alors, on a décidé de s'intéresser à ce qui nous paraissait central dans la thérapie EMDR. Je vous ai dit, c'est 8 étapes. On a choisi l'étape où on fait de la désensibilisation, c'est-à-dire où on utilise les stimulations bilatérales alternées. Alors déjà, on a été vérifier, est-ce que effectivement, si c'est un problème de stimulation bilatérale alternée, alors ça pourrait marcher chez l'animal aussi. Donc avec mon collègue Cyril Herry, on a fait cette collaboration, donc c'est lui qui a fait le travail à Bordeaux, et il a donc fait du conditionnement-extinction de la peur en faisant des petites stimulations bilatérales alternées sur les paupières. Donc c'était du tactile, des petites souris. Voilà. Alors voilà les résultats. Je vais vous aider à les lire. Donc là, il y a le conditionnement qui se fait, et donc on a 2 groupes. Il y a le groupe contrôle, les souris qui n'ont pas de stimulation, et les souris qui ont des stimulations bilatérales alternées, sachant que toutes ont la même implantation sur les paupières. Et on peut voir que déjà au début de l'extinction, et pendant donc l'extinction, il y a une série d'extinctions le premier jour après le conditionnement et le deuxième jour, où il va y avoir donc ces stimulations bilatérales alternées. Et on peut voir que dès le début, dans le groupe de souris qui a eu les stimulations bilatérales alternées, le freezing, donc qui est la façon de mesurer chez la souris à quel point elles ont peur, il a diminué. Donc elles se paralysent moins. Le deuxième jour, on ne voit pas d'effet. Mais par contre, si on regarde à 10 jours, quand on représente les mêmes sons, on voit clairement, et c'est très significatif, qu'il n'y a presque pas de réponse de peur chez les souris qui ont eu les stimulations bilatérales alternées, contrairement aux souris contrôle. Et en plus, alors donc on insiste vraiment sur l'idée qu'on doit faire des stimulations qui sont bilatérales alternées.
Ça avait été montré par Servan-Schreiber que il y avait une efficacité plus importante pour réduire les émotions et la perturbation émotionnelle avec du bilatéral alterné par rapport avec du continu bilatéral ou du intermittent bilatéral, ou d'autres auteurs ont montré aussi avec du unilatéral. Et là aussi, on a reproduit ça chez la souris, puisque au bout de 10 jours, vous voyez, quand les souris ont eu une stimulation unilatérale, il y a plus de réponses de peur que celles qui ont eu une stimulation bilatérale alternée. Et à 60 jours, vous voyez que l'effet est toujours là. Donc ça nous indique vraiment qu'il semble y avoir un mécanisme biologique qui sous-tend ça, et que ce n'est pas que de la psychothérapie avec un fonctionnement psychologique particulier ou une interaction avec la personne. Voilà, donc on a voulu aller comprendre un peu plus ces mécanismes. Donc cette fois-ci, chez le sujet sain, on a étudié spécifiquement qu'est-ce que ça faisait, ces stimulations bilatérales alternées. Donc on a refait un protocole de conditionnement extinction de la peur. Voilà, donc, et on a vu là en comportemental, donc on a ces deux phases. Donc il y en a une où on a fait avec stimulation bilatérale alternée pendant l'extinction, comme on a fait chez la souris, et une phase sans stimulation bilatérale alternée. Donc on a fait 2 protocoles, et vous voyez ici les résultats. Donc ici vous avez la phase de conditionnement où les sujets ont peur, appréhendent, et la phase d'extinction où ils commencent à avoir de moins en moins peur. Et là on voit clairement que chez les sujets qui ont eu les stimulations bilatérales alternées, il y a une redescente qui est beaucoup plus rapide. Donc il y a beaucoup moins de peur lors de l'extinction de la peur. Donc cette extinction se fait plus facilement. Elle est facilitée par ces stimulations bilatérales alternées. Ayant eu ces résultats, on a décidé de voir maintenant en IREM qu'est-ce qui se passait pendant cette redescente. Donc on a fait cette soustraction de l'extinction avec et sans stimulation bilatérale alternée. Et là, qu'est-ce qu'on a pu montrer, c'est que, on a fait des stimulations qui étaient auditives. Donc on a soustrait une condition auditive moins une condition sans audition. Les deux, on avait des figures que le sujet regardait, pour lesquelles ils avaient appris à avoir peur. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on active les gyrus temporales supérieurs. Ok, on active le système auditif, normal, heureusement, sinon on s'inquiéterait pour notre étude. Mais on n'active pas que ça. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'on active aussi le gyrus frontal médian, qui est impliqué dans la planification motrice. Il faut savoir qu'ils ont une tâche motrice à faire, ils doivent répondre avec le doigt. Mais on active encore ce précuneus. Et surtout, on augmente la connectivité avec tout un tas de régions, donc de ces structures entre elles, mais aussi avec le thalamus, avec l'insula, avec le cervelet, avec le gyrus frontal inférieur, et avec le cortex cingulaire antérieur, et je crois, avec le cortex occipital. Donc vous voyez que rajouter un système de simple stimulation bilatérale alternée auditive, ça ne fait pas que activer le gyrus temporal supérieur, ça active tout ça, ça change tout ça dans le cerveau. Donc c'est pas anodin ce qu'on fait. On a fait un rappel de l'extinction, ce qu'on appelle un rappel de l'extinction le 2e jour, donc on a fait revenir tout le monde, et on leur a présenté juste les images de ce qu'ils avaient vu la veille, donc pas de choc électrique, rien, ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas en avoir, mais on leur a juste présenté les images. Donc là, il y avait vraiment plus de différence, parce qu'il n'y avait plus non plus de stimulation bilatérale alternée. Et là, on n'active pas le cortex auditif, normal, puisqu'on ne présente pas de son, mais on active encore le gyrus frontal médian, quand on compare les deux conditions de la veille. On active encore le précuneus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on active la connectivité avec le gyrus temporal supérieur. Donc comme s'il y a une mémoire de ce qui s'est passé la veille. Et on active aussi la connectivité, une augmentation de connectivité avec le cortex cingulaire postérieur, l'insula, le cortex cingulaire antérieur, le cervelet, le gyrus frontal inférieur et de nouveau le cortex occipital. Donc vous voyez que même le lendemain, il y a une mémoire de ce réseau qui avait été activé la veille. Et ces structures qui sont activées, ça correspond. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a été faite en 2018 là, avec 1300 participants. Et en fait, on retrouve des structures qu'on avait. Là, j'ai mis en rouge celles qu'on a trouvées nous et qui sont identiques à celles de cette méta-analyse. Donc en fait, on active, et ça c'est pour le. Donc ça, c'est sur le timing en fait. Ce que je vous ai présenté comme résultat, c'est le début de l'extinction. Et ça, c'est intéressant aussi à voir. Donc ça, c'était les conditions, donc avec stimulation bilatérale alternée, sans stimulation bilatérale alternée. Donc ça, c'était pour le gyrus frontal médian. Et c'est pareil pour le précuneus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout se passe au début de l'extinction. C'est comme si après, l'effet des stimulations bilatérales alternées,
disparaît en fait, c'est même plus utile. Tout s'est passé là, dès le début. Et ce qui est intéressant, c'est que même au rappel de l'extinction, le lendemain, quand il n'y a pas de stimulation bilatérale alternée, on retrouve cette même différence. Et ça se passe donc dans les premières 30 secondes, je dirais, 30 secondes, peut-être un peu plus. Voilà, pareil pour le précuneus. Bon, pour résumer tout ce que j'ai dit, la thérapie donc EMDR et les SBA donc, semblent modifier la connectivité et le fonctionnement des structures cérébrales qui sont impliquées dans mémoire, émotion, motricité, conscience de soi, traitement sensoriel et intégration multisensorielle. Il semble que ces SBA modulent et élargissent le réseau d'extinction de la peur et que cette intervention soit vraiment précoce dans le mécanisme d'extinction de la peur, ce moment où en fait il y a la plus grande incertitude par rapport au fait qu'ils vont avoir ou pas quelque chose de dangereux qui va arriver derrière. Et ça dure, et ce réseau il s'est établi, s'est mémorisé même le 2e jour. Donc les stimulations bilatérales alternées semblent avoir changé le traitement de l'extinction de la peur, comme dans la thérapie EMDR. Et maintenant on se demande, mais qu'est-ce qui se passe entre les structures émotionnelles lors d'une réelle désensibilisation, je dirais, lors de la thérapie EMDR. Et là, on a eu la chance, moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens à la Timone qui travaillent sur l'épilepsie et qui voient donc des patients qui ont des épilepsies résistantes au traitement pharmacologique et qu'on doit donc opérer. Et avant de les opérer, on doit localiser la zone épileptogène. Donc, on met des électrodes dans le cerveau pour les explorer à l'intérieur. Et souvent, ces patients sont assez traumatisés, soit de leur épilepsie, soit d'un événement antérieur à leur épilepsie, qui est parfois un déclencheur. Les émotions jouent souvent un rôle là-dedans. Et donc, j'ai eu la chance de voir des patients qui avaient des électrodes implantées dans le cortex préfrontal dorsolatéral, cortex préfrontal ventromédian, amygdale et hippocampe, donc tout un tas de structures impliquées donc, dans ces circuits de la peur et dans les structures qui sont impliquées dans le TSPT. Et donc on a pu faire des séances, j'ai pu faire une séance de MDR avec quelques patients. Donc vous voyez là, on a pu enregistrer donc, ces 4 structures. Et on présentait, donc dans un cas, on demandait à la personne de se souvenir de sa mémoire traumatique, ça c'est le début, et après on rajoutait mémoire traumatique plus stimulation bilatérale alternée. Et là on pouvait calculer la corrélation non linéaire qu'il y avait entre les différentes parties de ce réseau. Donc entre amygdale, hippocampe, cortex préfrontal, ventromédian, dorsolatéral. On pouvait calculer les liens qui les unissaient lors de la mémoire traumatique et lors de mémoire traumatique plus SBA. Et ainsi de suite tout le long du traitement. Et donc on a pu comparer les deux. Quand on compare la condition juste, je pense à ce qui m'est arrivé, je le revis, et puis je pense à ce qui m'est arrivé plus j'ai ces stimulations bilatérales alternées, et bien je peux voir qu'est-ce qui va changer dans ma connectivité entre mes structures. Par exemple, ici, c'était le lien amygdale, cortex préfrontal, dorsolatéral. Donc on a fait ça on a vu 9 patients. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait 2 groupes de patients. Il y a ceux pour qui, en une séance, on a eu une diminution totale de ce qu'on appelle le SUDS, qui est le niveau de perturbation. Et ce qu'on a vu, c'est que pour ces patients chez qui on arrivait à un SUD égal à 0, il y avait beaucoup de changements de connectivité. Donc ça, c'est le résultat de la comparaison entre mémoire traumatique plus SBA. Et on voit qu'au cours de la thérapie, il y a énormément de changements de connectivité. Et par contre, pour ceux pour lesquels on n'avait pratiquement pas de changement, il y en avait 2, vous pouvez voir la différence. On n'a absolument aucune différence avec l'apport des SBA, en fait, au niveau de la connectivité. Donc là, je l'ai représenté un peu plus simplement sur un tableau général. Donc pour les 7 patients il y avait une forte efficacité dès la première séance de l'EMDR, on voit qu'il y a une grande variabilité donc, à ce qu'on appelle le H2, c'est la corrélation non linéaire entre les structures, globalement, parce qu'il n'y avait pas 2 structures plus que d'autres qui sortaient, et c'était pareil pour le niveau de perturbation. Ici, on voyait qu'il a changé complètement. Tandis que pour les patients pour qui il n'y avait pas une grande efficacité ou très faible, on voit que effectivement ce H2, cette corrélation non linéaire, n'a absolument pas varié. Donc il semble que les stimulations bilatérales alternées vont provoquer une synchronisation des structures cérébrales qui sont impliquées dans les émotions pour qu'il y ait une efficacité maximum de la thérapie EMDR. Sinon, ça perd de marché. Et ça nous a rappelé quelque chose, c'est que dans le sommeil paradoxal, donc quand on rêve,
il y a aussi des augmentations de synchronie pour consolider justement la mémoire. Et du coup, on s'est intéressé au sommeil. Donc, je reviens à l'étude avec les militaires qui revenaient du Mali et d'Afghanistan, chez qui on a fait beaucoup d'enregistrements, et notamment, on a enregistré à leur domicile le sommeil, avant et après traitement. Alors, pour rappel, voilà un petit peu comment c'est le sommeil. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a plusieurs cycles, souvent 3, parfois 4, avec des parties plutôt profondes et des parties légères. Donc ici, là, c'est quand on est réveillé. En rouge, c'est les phases où on rêve. Donc c'est des phases de sommeil qui sont légères, qu'on appelle REM, où on fait souvent des mouvements oculaires. Et puis ça, c'est le sommeil de plus en plus profond. Et donc on a un cycle de sommeil profond, paradoxal, profond, paradoxal. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le TSPT? Ah, j'ai pas mes animations, mais c'est pas grave. Donc dans le TSPT, par contre, regardez, voilà un exemple d'un patient qu'on a eu. Il a pratiquement, déjà le sommeil est très très court, hein, il dort très peu. Vous voyez, ce patient, il s'est endormi vers 1h30 du matin, il était réveillé à 6h. Et encore, ça c'est un cas pas mal. Et vous voyez qu'il a fait beaucoup de sommeil profond, très très peu de rêves, et là un peu de sommeil profond. Donc des anomalies majeures de l'architecture du sommeil et de la quantité de sommeil. Et après thérapie EMDR, qu'est-ce qu'on observe? Regardez, on récupère plusieurs cycles et il y a une augmentation de la phase N2, donc d'une partie du sommeil profond, et aussi une augmentation de la durée et du nombre de phases REM. Très clairement. Donc c'est résumé ici. Donc le temps total de sommeil a augmenté aussi, donc après thérapie. Donc vous voyez, là, les PTSD sont là. Ça, c'est les sujets témoins qui n'étaient pas traumatisés, juste exposés. Et ici, pareil, le nombre de phases REM a augmenté de manière très significative pour rejoindre les valeurs normales. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond, cette augmentation au niveau de la phase REM, elle correspond aussi à des augmentations de mouvements oculaires. Il y a beaucoup plus de mouvements oculaires. Ça a augmenté au cours de la après-thérapie. Et le résultat qui nous a vraiment interpellés, auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on a trouvé avec ces phases REM, avec le nombre de phases REM, on a trouvé un prédicteur de l'évolution de la thérapie. Puisque vous voyez, on a une corrélation très forte entre le temps de phase REM avant la thérapie et le nombre de séances de MDR que ces sujets ont eu. Ils avaient entre 2 et 8 séances globalement, hein, sachant que les séances sont déterminées quand on arrive à une désensibilisation totale des événements traumatiques qu'on a listés au préalable et qui correspondent au fait que la PCLS est revenue complètement à la normale. Voilà. Et donc en fait ce qu'on a montré, c'est que moins les sujets avaient rêvé, et plus ils allaient vite répondre à la thérapie EMDR. Et plus ils rêvaient, c'est-à-dire plus ils avaient un sommeil normal, et moins ils répondaient. Enfin, plus c'était lent, en tout cas. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif au départ, et on s'est dit, mais en fait, non. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a très peu de phases REM, et donc aussi on a vu très peu de mouvements oculaires, eh bien, on peut dire que si effectivement les mouvements oculaires sont une aide à la reconsolidation ou à la consolidation en mémoire, ben on n'en bénéficie pas du tout. Pratiquement pas. Donc, quand on rajoute, nous, des SBA artificiellement, eh ben, le sujet va refonctionner normalement. Il a son nombre suffisant pour traiter sa mémoire et pour la traiter de manière correcte. Et pour pas garder toute la charge émotionnelle associée. Tandis que pour les sujets qui, finalement, avaient suffisamment de mouvements oculaires et de phases REM, ben, c'est un peu plus compliqué. Il en faut beaucoup, il faut en rajouter beaucoup pour favoriser ça. Donc, et là, je pense que certainement qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui doivent jouer. Parce qu'il y avait des gens plus ou moins traumatisés, des gens qui avaient des traumatismes dans l'enfance, d'autres qui n'en avaient pas. Et je pense qu'il y a des liens avec ça. Mais en tout cas, pour la première fois, on a un facteur qui permet de prédire la durée, le nombre de séances qu'il va falloir. Et voilà, on était étonnés et contents de voir ça. Alors maintenant, comment on peut articuler ça dans des théories? Je vais essayer de vous proposer, nous, ce qu'on pense et ce qui nous paraît logique. Alors, l'organisation neuronale dans le cerveau, vous savez, c'est des neurones qui sont organisés en colonnes.
donc 110 000 neurones par colonne dans le cortex, et qui forment tout un tas de colonnes qui vont coder pour différents aspects d'un stimulus. Ici, par exemple, les orientations d'une barre. Et avec les progrès de la neuroimagerie, on sait maintenant qu'il y a... maintenant, on arrive à dénombrer 360 cartes corticales avec les derniers travaux. Peut-être qu'on en trouvera plus tard, pour lesquels il y a des changements et biologiques et fonctionnels. Voilà. Et en plus, il y a des connectivités, vous voyez, très importantes entre toutes ces structures dans le cerveau. Donc c'est comme si on touche quelque part dans le cerveau, on est relié à toutes les parties avec des endroits où il y a plus de connexions que d'autres. Et un petit rappel aussi, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que je vais en parler un tout petit peu pour expliquer notre théorie, des phénomènes de mémorisation. Donc la LTP, qui est un phénomène par lequel, en fait, plus un neurone va être stimulé et activé, et plus les neurones qui suivent vont fabriquer de nouvelles épines dendritiques. Donc c'est comme si donc l'information va être renforcée, donc le système va devenir encore plus sensible à cette information. Et c'est certainement quelque chose comme ça qui se passe dans le traumatisme, où les neurones deviennent de plus en plus sensibles à ce qui s'est passé, et donc du coup c'est renforcé sans arrêt en fait, et ça revient et c'est renforcé. Et à l'opposé, on a le phénomène de LTD, où là, moins des neurones vont être activés et stimulés, et moins ils vont produire d'épines dendritiques, au point qu'il va y avoir la perte de certaines épines dendritiques au bout d'un moment. Donc en fait voilà, plus un message passe, plus il est renforcé, et moins il y a de stimulation, et moins les neurones vont être réactifs à une stimulation donnée. Alors tout ça pour dire que voilà, on a notre sujet donc qui est en train de penser à sa mémoire traumatique, par exemple l'accident. Et là, il va coder tout ça dans son cerveau à différents niveaux. Donc on appelait ça l'état global d'activation pour un événement traumatique, donc à différents endroits. Donc il y a l'amygdale, il y a le cortex préfrontal, il y a le pariétal, il y a tout un tas de choses qui vont coder pour l'ensemble de tout ce qu'il a vécu. Et voilà, et ça c'est ce réseau qui active trop fortement l'amygdale et qui est traumatogène. Voilà, donc le cortex serait organisé en une hiérarchie de cartes. Il y a des dimensions spécifiques des différents stimulus. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, là-dessus, on rajoute des stimulations bilatérales alternées. Et notre idée, c'est que ça repose sur un phénomène physique tout simple, qui s'appelle la résonance stochastique, qui établit que quand vous rajoutez des petites quantités de bruit, donc quelque chose qui est non signifiant à des signaux faibles, donc ça c'est un phénomène physique, on va augmenter la détectabilité de ces signaux faibles. Ainsi, un bruit acoustique, par exemple, il a été montré que ça augmente la synchronisation neuronale dans des régions cérébrales impliquées dans la perception, la cognition, l'action. Donc vous voyez ici, on rajoute du bruit à ce signal, et il y a beaucoup plus d'output. Ça a été montré en physique, là, comme ça. On rajoute du bruit à ce signal, et on voit qu'on le voit encore mieux. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, soit avec les mouvements oculaires, soit avec les stimuli auditifs, soit avec les stimulations tactiles? On stimule aléatoirement le cerveau, on envoie de l'information qui n'a pas beaucoup de sens, et donc on peut vraiment imaginer qu'on est dans ce cas-là de la résonance stochastique. Donc on est avec notre état global d'activation de la mémoire traumatique, qui active trop fort l'amygdale, et donc là on reconstruit sans arrêt, et on est de plus en plus réactif. Et puis là, on va rajouter des stimulations bilatérales alternées dans notre système. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des nouvelles activations à plein d'endroits différents. Vous voyez ici, on rajoute de l'activation. Et qu'est-ce qui se passe quand ces neurones-là sont activés en même temps que ces neurones-là? On le sait, c'est la loi de Hebb. Donc comme ils sont activés en même temps, ils vont se lier. Alors, cette synchronisation va permettre que les informations se lient entre elles. Et donc le réseau qui était constitué comme ça, il va s'élargir. Il va s'élargir et il va intégrer des informations qui n'étaient pas dedans. Et on le voit bien quand on traite les patients, on voit ces informations qui apparaissent. Ah, mais je ne me rappelais plus que cette personne m'a aidé. Ah oui, puis c'est vrai, puis il y a ce pompier qui m'a dit cette chose gentille. Ah, puis en fait, il y a des gens, on s'en est bien sortis quand même. Et d'un seul coup, c'est comme s'il y a des éléments de la scène qui apparaissent, qui n'étaient plus là, qui étaient complètement oubliés, qui étaient occultés. Et du coup, on change ce réseau. Notre hypothèse, c'est ça, c'est qu'on change complètement ce réseau. Ce qui fait qu'au niveau de la réaction émotionnelle,
on se retrouve dans une situation de ELTD, on n'est plus en train de stimuler de la même manière le système, et donc il n'y a plus la réponse émotionnelle forte. Ça explique pourquoi il y a un shift brutal parfois dans les séances de MDR. C'est pas vraiment pas un entraînement, c'est qu'à un moment donné, c'est plus la même information qui arrive dans l'amygdale, donc elle n'a plus de raison de réagir. Voilà. Je voudrais conclure en montrant comment ce modèle il permet de coller assez bien à ce qu'on observe. Déjà, on sait que on a montré donc qu'il était essentiel qu'il y ait des synchronisations. Donc effectivement, et que cette synchronisation, ça réduit le nombre de séances, et on comprend pourquoi. Plus il y a de synchronisation dans le système, donc c'est ce qu'on a montré, plus le réseau peut changer. Donc, qu'il y a donc un nouvel... on sait qu'il semble y avoir un effet à long terme de la thérapie EMDR, et on comprend ça, puisqu'à partir du moment où il y a un nouvel état global d'activation, c'est normal qu'il n'y ait pas de retour en arrière, et grâce au phénomène de LTD. D'autre part, on a montré, nous, qu'il y avait une grande rapidité de la thérapie EMDR, que les phénomènes se manifestent dès la première minute, en fait, l'efficacité de l'ESBA. Et donc, on peut comprendre ça, puisqu'effectivement, il suffit de quelques nouvelles colonnes de neurones activées pour changer le réseau. Donc, ça peut expliquer que des fois, ça va très vite. Ensuite, il y a une meilleure efficacité des stimulations bilatérales par rapport aux stimulations unilatérales. Et là aussi, quand on rajoute du bruit que d'un côté du système, on peut imaginer que du coup, effectivement, il y a un peu moins de bruit qui arrive et qui active tout le cerveau. Donc ça pourrait expliquer pourquoi c'est un peu plus efficace. Ensuite, on peut le faire dans différentes modalités sensorielles. Et notre théorie, elle rend compte effectivement de n'importe quelle modalité sensorielle, donc c'est pas un problème. D'autre part, l'efficacité de la thérapie EMDR ne dépend pas de la durée du TSPT. Effectivement, si on regarde ce mécanisme, à partir du moment où on active des nouvelles colonnes de neurones, des nouvelles zones corticales, peu importe la durée, ça change le réseau de la même manière. Donc ça explique pourquoi on n'a jamais trouvé de corrélation entre le nombre de séances EMDR et la durée l'ancienneté du TSPT. Et souvent au cours de cette thérapie, on utilise quelque chose qui s'appelle le tissage cognitif, c'est-à-dire que des fois on va aider entre les sessions, on va donner des éléments cognitifs d'aide pour les gens pour qui c'est vraiment difficile de bouger. Et aussi, on va faire ce qu'on a fait à la fin du traitement, un retraitement avec des cognitions positives, où on va associer la mémoire traumatique à une croyance positive qu'on voudrait obtenir. Par exemple, je suis en sécurité. Et donc, effectivement, on peut imaginer que c'est une façon, quelque part, de forcer des activations à des endroits qui n'étaient pas. Voilà. Donc, pour conclure, d'après nos résultats, et donc cette théorie neuronale de la cognition, il semble que la thérapie EMDR reconsoliderait la mémoire traumatique par la formation de nouveaux réseaux neuronaux ou état global d'activation. Donc ce serait comme des nouvelles ressources ajoutées à la mémoire traumatique et qui se lient avec elle. Une structure majeure de ce mécanisme d'action serait le précuneus et ses régions interconnectées, grâce à sa capacité d'intégration multisensorielle, d'implication dans la mémoire et aussi de conscience de soi, de perception de soi différente. Et manifestement, la synchronisation neuronale semble vraiment être le mécanisme principal sur lequel repose cette efficacité. Voilà, je voudrais remercier tous mes collaborateurs. Merci pour votre attention. Merci Stéphanie pour cet exposé assez exceptionnel qui arrive à apporter des arguments scientifiques, des prises en charge qui restent encore peut-être assez méconnues finalement du public. Et là, c'est une démonstration magistrale de son fonctionnement et de son efficacité. Donc, est-ce que vous auriez des questions ? Merci pour votre exposé, parce que en vous écoutant, je pensais tout le temps à un vieux phénomène de la mémoire que les éthologues ont montré dès le début, le phénomène de l'empreinte, où sous l'effet d'une émotion forte, il y a un tractus, un circuit, comme vous avez dit, est circuité, et maintenant on connaît le circuit, c'est-à-dire qu'on sait que quand une émotion est forte, par exemple,
Quand il y a une douleur, on sait qu'il y a les voies de la douleur qui passent par le noyau ventro-postéro-latéral du thalamus et qui va vers la partie antérieure de l'aire cingulaire antérieure. Mais ça peut être modifié. Et l'empreinte peut être modifiée, on peut prendre plusieurs empreintes. Il peut y avoir une empreinte primordiale, l'émotion provoquée par une image. Et là, ma question, c'était, est-ce que le MDR marche dans les traumatismes développementaux, dans les traumatismes chroniques, par exemple dans les carences éducatives? Je fais l'hypothèse que ça ne marche pas, mais peut-être je me trompe, hein, c'est vous qui allez dire. Alors que ce que vous avez démontré, c'est que le MDR marche dans les flashs d'images qui caractérisent le syndrome post-traumatique aigu, mais peut-être pas développemental. Or, ça peut être modifié. On sait, par exemple, pour les voies de la douleur, le développement modifie le circuit de la douleur et que le noyau ventro-postéro-latéral du thalamus, s'il y a une ambiance, un contexte sécurisant, le même circuit de la douleur est orienté vers la partie antérieure de l'aire cingulaire antérieure, alors que si le sujet est laissé seul, le même circuit de la douleur est orienté vers la base latérale du thalamus, c'est-à-dire les faisceaux de la punition, alors que on peut les orienter en sécurisant vers les faisceaux de la récompense, comme on dit, pour aller un peu vite. Donc, ce que vous nous avez magnifiquement illustré, expliqué, c'est que l'image peut être modifiée par le MDR. Et quand on met les enfants préverbaux face à un écran, ils arrêtent tout mouvement oculaire. Ils sont médusés, fixés par l'écran. Et dans ce cas-là, quand on enlève l'écran, leur monde est vide et on provoque une frustration, une crise de colère ou une crise d'angoisse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à fouiller du côté de l'empreinte qu'on peut modifier, contrairement à ce que disaient les premiers éthologues, puisqu'on voit avec les animaux domestiques, ils prennent l'empreinte de la mère, sinon ils meurent, mais ensuite ils prennent l'empreinte de ceux qui les élèvent. On le voit avec les oiseaux, ils prennent l'empreinte de la mère, mais si on les nourrit à la main, ils prennent l'empreinte de la main, donc le circuit de la mémoire est modifié, et quand ils arrivent à la puberté, ils font des parades sexuelles devant la main, et non pas devant le congénère. Donc ce que vous nous avez expliqué, c'est l'image n'est pas tout à fait la même, le circuit de l'image n'est pas tout à fait la même que les circuits de la douleur, mais par analogie avec l'empreinte, peut-être qu'on peut agir, peut-être par le MDR, enfin un coup très probablement par le MDR, et aussi, s'il y a un traumatisme développemental, par la sécurisation et même par la verbalisation, puisque avec un récit, on peut modifier l'émotion. Ok, plusieurs réponses. Déjà, par rapport à la sécurité, oui, le MDR, ça active le système parasympathique, donc de toute façon, ça apaise, et puis on est dans un lieu sécure, et on peut agir à plein de niveaux, en fait, avec le MDR. C'est-à-dire que sur les troubles développementaux, il y a bien sûr qu'on peut agir, en fait, à partir du moment, en fait, où il y a quelque chose qui est... Il y a comme une focalisation sur quelque chose qui fait mal, et qu'on peut l'identifier, qu'on peut la cibler, et des fois, ça peut être juste une sensation dans le corps, où la personne, elle dit, j'ai une boule dans le ventre. On peut partir de là avec le MDR, et on focalise là-dessus, et on peut faire les stimulations bilatérales alternées en accompagnement. Hein. Il y a un accompagnement quand même. Hein. Je ne le mets pas en évidence là, parce que j'ai vraiment été sur la piste biologique, mais c'est vraiment important que le thérapeute soit sécurisant. Mais oui, on peut complètement modifier. On fait le MDR chez des bébés, où on l'explique le trauma, on fait des tapotements, les parents sont avec, et on peut retravailler des traces avec eux, et on peut parler même des traumatismes de leurs propres parents et le travailler sur eux. On peut travailler sur des gens qui ont vraiment vécu des traumatismes graves dans l'enfance, et même qui n'en ont pas toujours les souvenirs, qui ont juste une partie des souvenirs, mais qui ont des sensations corporelles dessus, et on peut complètement les modifier, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on peut travailler aussi sur la douleur. Il y a des gens qui ont des douleurs très 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 fortes, très puissantes, et on peut diminuer en EMDR la souffrance associée à la douleur. C'est-à-dire que pas la douleur complètement, bien sûr, mais tout l'aspect psychologique qui est associé, il peut complètement se modifier. Moi, j'ai vraiment vu des gens qui avaient des maux de dos, mais majeurs, où ils supportaient plus de vivre, quoi. Ils voulaient presque se suicider, où c'est complètement retombé, quoi. Ils ont atteint un niveau complètement acceptable. Donc oui, c'est pas que la mémoire traumatique, mais d'une certaine manière, c'est traumatisant d'avoir mal, c'est traumatisant d'avoir
de porter les empreintes de quelqu'un, ou c'est traumatisant de ne pas avoir eu ce qu'il fallait dans l'enfance, et on peut, d'une manière ou d'une autre, on peut l'atteindre. En fait, c'est tout l'intérêt du thérapeute d'arriver à cet endroit-là pour pouvoir le réactiver et pour rajouter ces stimulations bilatérales alternées. Mais oui, l'application est très très large. Voilà. Moi, je voulais vous remercier toutes les deux, Isabelle et Stéphanie, c'était passionnant, puis on voit les progrès. Stéphanie, ça fait 3 fois que je t'entends. Une fois c'était au CNRS, après c'était à l'ITMO Neurosciences, et puis aujourd'hui. Et à chaque fois, tu vas un petit peu plus loin avec des travaux à l'appui. Je voulais te poser une question à partir de ce que tu proposes à la fin, l'explication, le modèle explicatif. C'est bien d'essayer de comprendre, enfin, c'est vraiment ta démarche. Je trouve que dans ce que tu proposes, tu t'écartes un peu de la source de l'EMDR, c'est-à-dire les mouvements des yeux. Alors, à partir de ça, j'ai 2 questions. Est-ce que vraiment les stimulations bilatérales alternées, de façon générale, ont le même effet, que ce soit visuel, auditif, tactile, tout ce qu'on veut? Est-ce qu'il n'y a pas une prévalence quand même des mouvements des yeux? Et moi, il me semblait que c'était quand même intéressant de partir des mouvements des yeux. Il y avait le lien avec le sommeil. Enfin, moi, j'avais bien retenu ça de ce que tu m'avais dit, ce que tu avais exposé les fois précédentes. Et puis, ça va avec des structures cérébrales comme le frontal eye field, qui est une région qui coordonne l'activité, etc. Enfin, je pense que j'ai pas pu assister à Pierre Gagnepin hier pour des raisons de logistique, mais je pense qu'il en a parlé. Et puis, même chose pour le précuneus, même si c'est très éloigné, mais c'est quand même un réseau qui est très impliqué dans les aspects visuels. On l'a même appelé à un moment l'œil du cerveau. Hein, donc, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il faut se détacher de la source, bon, certes fortuite, hein, de l'EMDR, ou raisonner de façon plus globale comme tu l'as proposé là? C'est une question. Hein, Oui. Alors, j'ai pas de réponse absolue. Les études scientifiques, il y a eu quelques études qui ont essayé de comparer justement les différentes modalités sensorielles et qui ont montré que c'était un petit peu plus efficace avec les mouvements oculaires. Et en même temps, il y a un biais, à mon avis, dans ces études, parce qu'elles demandaient au sujet, dans la condition contrôle, de fixer un point. Et ce qu'on observe, nous, quand on fait là, c'est vraiment que des études en auditif, hein, parce que c'était plus simple en recherche. Et puis comme ça, je contrôlais vraiment ce qui se passait. Et en EEG, c'est pas possible de faire du visuel, en plus, sinon on gâche le signal. Ce qu'on a observé, c'est que les gens font quand même des mouvements oculaires. En fait, c'est rare de pas voir, et c'est vraiment assez étonnant. D'ailleurs, les gens, des fois, disent « c'est bizarre, mes yeux n'arrêtent pas de bouger ». Parce qu'en fait, ils balayent. Et donc, c'est pas toujours le cas. Et on a fait des enregistrements, donc on va avoir les résultats bientôt, où effectivement, on a mesuré pendant toutes les séances les mouvements oculaires et puis tous les enregistrements EEG, là, 64 électrodes. Mais on va avoir ces réponses-là. Donc, je pense qu'en fait, à la fois, je dirais, il semble qu'on n'a pas forcément besoin des mouvements oculaires. Et alors, en même temps, j'ai envie de dire, ouais, mais ce qu'on observe, c'est qu'on en fait spontanément sans s'en rendre compte. Et c'est pas systématique, par contre. Donc, je pense que c'est les deux à la fois. Pendant le sommeil, c'est vrai que c'était peut-être, pour le système humain, c'était peut-être la meilleure façon de faire quelque chose, puisqu'on ne peut pas recevoir des stimulations auditives ou tactiles alternées. Et donc, c'est peut-être la meilleure méthode pour avoir cette efficacité. Et en même temps, l'effet est là. Il y a des gens qui ne bougent pas les yeux et pour qui on a un effet. Et il y a beaucoup de gens chez qui on fait de l'auditif ou du tactile et on voit les yeux bouger. Donc ça reste encore entier. J'espère qu'avec l'analyse de cette étude, on aura des résultats. Peut-être voir que ça a été plus efficace pour ceux qui faisaient en même temps des mouvements oculaires par rapport à ceux qui n'en faisaient pas. Donc à regarder. Est-ce que vous avez fait des études sur des personnes qui ont des tâches... je pense aux musiciens, par exemple, qui sont en bilatéral ou pianistes permanents. Est-ce qu'ils ont un seuil plus élevé, moins élevé de réception à l'EMDR ou pas? Il s'est pas pris en compte, ça? Il y a des personnes qui sont constamment en tâche bilatérale. Oui, mais l'efficacité, c'est vraiment quand on associe à quelque chose. Donc, c'est pas une question de compétence, je pense. Hein, c'est vraiment une question de recevoir de l'activation dans le cerveau. Donc oui, de même que les gens me disent « oui, mais quand on regarde un match de tennis, alors on fait le MDR ». Ouais, sauf qu'on n'est pas en train de penser à une mémoire traumatique.
Donc on pourrait penser. Et les musiciens, oui, c'est vrai qu'ils sont exposés à ça. Donc c'est vraiment l'association des deux qui fait l'efficacité. C'est pas juste des SBA comme ça, des stimulations. Voilà. J'avais une question très, très basique, très technique. Les mouvements oculaires au cours de l'EMDR, c'est des saccades ou des mouvements de rampe? Non, c'est des mouvements comme ça, qui sont à une fréquence de 2 Hz. Mais il y a une cible. Oui, il y a une cible, on le fait faire, donc soit un stylo, soit une barre lumineuse, et ils doivent suivre un mouvement. Est-ce qu'on sait si les saccades ont le même effet ou si c'est toujours fait avec une cible? Parce que les saccades et les mouvements de rampe ne sont pas générés par les mêmes zones dans le cortex. Je pense que c'est plus compliqué à faire avec les saccades, mais je ne sais pas si ça pas, à ma connaissance, ça n'a pas été comparé les deux. Donc oui, ça pourrait être fait, mais ça n'a pas été comparé. On en parlait hier, mais Vermeeten, il fait des saccades, lui. Il a des paradigmes qui demandent des saccades. Parce qu'il fait un point puis un autre, c'est ça? Exactement. Ouais. Il faut aller lire des chiffres à droite et à gauche qui apparaissent. Ouais. Ça peut être efficace. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de différence, mais... Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup aux empreintes et puis à vous aussi parce que c'était vraiment très éclairant. Moi j'ai plusieurs questions. La première c'est quand est-ce que ça arrive en France en fait le MDR? Quand est-ce que c'est arrivé en France? Oui, enfin les premiers traitements puisque c'est né aux États-Unis. C'est arrivé assez tôt. C'est arrivé assez tôt en France, dans les années 90. Et c'est David Servan-Schreiber qui l'a vraiment répandu. Je dirais qu'il y en a vraiment... qui était un neuropsychiatre, qui était à l'époque chercheur et neuropsychiatre aux États-Unis. Et puis il trouvait que c'était une aberration. Puis un jour, il a essayé et il a ramené la technique en France. Donc je dirais que avant lui, ça a commencé à se développer, mais ça a vraiment pris son essor avec lui. Et puis avec toute sa... Lui, il s'est vraiment battu pour que ce soit reconnu. Et donc en 30 ans, quelle a été l'expansion du... Elle est énorme. Même moi, je vois, j'ai commencé cette recherche il y a 10 ans. J'étais la seule à faire ça quand j'ai été voir les CUMP. Ils ont été très ouverts, ils m'ont laissé faire, ils m'ont donné leurs patients, allez-y, traitez-les. Et maintenant, il y a dans les CUMP plusieurs psychiatres formés, plusieurs psychologues. Là, je les vois en supervision. Enfin voilà, donc ça, c'est plus du tout la même chose. L'hôpital paye les formations pour le MDR, donc ça a franchement changé. Le grand public connaît cette méthode et ils me disent, ils appellent, j'ai besoin d'être traité en EMDR. Donc ça a vraiment explosé. Et on estime à combien à peu près le nombre de personnes traitées? Je ne sais pas. Ça, il faudrait voir sur le site EMDR France. Je pense qu'ils ont les statistiques de ça. Est-ce que vous avez connaissance de gens qui se auto-EDMRiseraient? Ah oui, mais j'ai des patients qui sont venus, ils m'ont dit, mais c'est pas peine que je vienne vous voir. Sur Internet, on peut faire le MDR. Mais c'est dangereux. Parce qu'il faut savoir que par contre, pendant le MDR, on monte très fort en émotion au début. Parce qu'on réactive tout. Et ça réactive toutes les émotions. Et il y a des gens qui peuvent décompenser. Et je le disais tout à l'heure, il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Il y a quelques personnes, il y a un pourcentage de gens qui... On leur fait 2-3 balayages et c'est fini, quoi. Tout est oublié, tout est intégré. Alors c'est pour ça qu'on a parlé d'effet miracle. Mais la plupart des gens, c'est pas ça, c'est un peu plus long et ça a vraiment besoin d'un accompagnement. Donc c'est très dangereux de faire le MDR tout seul. Mais les gens, ils s'en rendent compte. L'effet miracle, c'est peut-être que ça avait déjà maturé bien avant et que du coup, ils sont prêts à revivre. Non, puisque je vous ai dit, ça n'a vraiment rien à voir avec la durée du TSPT. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ah, bon, il y en a 2 alors. Je voulais revenir justement sur les personnes pour qui le MDR fonctionne très rapidement et celles pour qui ça fonctionne moins rapidement. Depuis le début du séminaire, on voit que les symptômes dissociatifs, c'est un petit peu le nerf de la guerre pour le trouble de stress post-traumatique. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à l'efficacité de l'EMDR par rapport à ce symptôme dissociatif ? Alors directement, je ne crois pas, mais
on reconnaît que quand il y a de la dissociation, on est avec un TSPT complexe et que c'est plus difficile à traiter. Donc, de toute façon, on a beaucoup plus de difficultés, c'est plus long et ça, c'est clair. Voilà. Après, est-ce que c'est seulement ce facteur qui joue? Je ne sais pas. Mais oui, clairement, c'est plus difficile à traiter. Oui, moi j'ai 2 questions. La première, par rapport à vos toutes premières diapositives, vous disiez qu'il s'agissait de séances de 90 minutes, ce qui est quand même assez conséquent. Je voulais savoir d'abord, m'assurer que les sujets contrôle bénéficiaient d'une prise en charge, j'allais dire un placebo, entre guillemets évidemment, d'une comparaison à une thérapie, d'un accompagnement avec des séances de 1h30 quand même, avec un thérapeute expérimenté. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, et ça rebondit un petit peu sur l'avant-dernière question, est-ce qu'il y a des contre-indications? Ok. Alors, d'abord, 90 minutes, ce n'était pas nos études, c'était des études avant. Nous, on a fait des séances d'1 heure. Et quand on avait 2 groupes à traiter, d'abord, tous les patients étaient suivis à la CUMP, et donc ils avaient un suivi classique, je dirais, en psychothérapie de soutien et avec leur psychiatre qui voyait régulièrement. Donc tous continuaient ça. Et il y a un groupe qu'on a pris en EMDR et pour l'autre groupe, on les a traités après, ceux qui avaient la demande. Donc on ne les a pas abandonnés et de toute façon, ils étaient suivis. En fait, c'est des gens qui venaient depuis des années, en fait. Donc leur prise en charge continue normalement pour eux, sauf qu'il y a un groupe pour lequel on a commencé l'EMDR et l'autre, on l'a commencé plus tard. Voilà. L'autre question, c'était les contre-indications. Les contre-indications, elles évoluent avec le temps, en fait. La dissociation, c'est une contre-indication. Les psychoses, c'est une contre-indication. Et sauf que il y a des articles qui sont parus avec des schizophrènes traités avec l'EMDR. Donc en fait, je crois que les contre-indications, elles dépendent du thérapeute et de sa sécurité et de sa capacité à contenir et à traiter. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, ça fait vraiment... ça augmente très très fort les émotions chez des gens qui ne sont pas forcément capables de les contenir, de faire avec, ou ça peut les sidérer. Donc il faut être capable d'intervenir là-dessus. Il faut donc au préalable avoir établi des ressources, des lieux sécurs, etc. Il y a tout un tas de procédures pour faire ça. Et avoir une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'un spécialiste de la schizophrénie, il va être capable de dire, là je peux intervenir. On sait que dans la schizophrénie, il y a 50% de traumatisme. Donc c'est vraiment majeur. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser quand c'est nécessaire et quand on est capable vraiment de soutenir la personne et d'y aller à son rythme et de ne pas la faire exploser. Voilà, donc il y a des contre-indications, mais qui dépendent à mon avis aussi du thérapeute. Voilà. Merci Stéphanie. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais on va devoir s'arrêter là malheureusement. Donc merci aux 2 oratrices de ce matin.